Donc voilà, donc je m'appelle en effet Malika Madi, je suis écrivain et je suis conférencière depuis une vingtaine d'années maintenant. Je suis très active dans les écoles notamment, où je donne beaucoup de conférences parmi les jeunes dans les classes depuis 2001 à peu près. Et c'est vrai que cette année, j'ai décidé de me présenter comme candidate indépendante aux élections communales de la ville de Saint-Josse sur la liste d'Éric Jassin qui est échevin donc CDH pour la commune de Saint-Josse. Comment se présente la culture dans ton programme ? Alors évidemment, Éric Jassin m'a demandé de travailler avec lui sur ce projet-là. Donc c'est évident que pour moi c'est très important puisque à mon sens tout passe par la culture, la connaissance, l'ouverture au monde, l'ouverture aux autres, la citoyenneté passe par la culture, par la connaissance aussi de l'autre dans sa diversité. Donc c'est vrai que j'avais vraiment envie d'axer mon travail sur la jeunesse, sur l'accès de la jeunesse à la culture et aussi aux femmes parce que la condition des femmes est une thématique qui me tient vraiment à cœur. Bien sûr parce que je suis une femme moi-même, mais aussi parce qu'étant issue de l'immigration, trouver une place dans la société occidentale en étant de culture arabo-musulmane, c'est pas facile et c'est un combat de tous les jours. Donc j'avais vraiment envie d'axer mon travail sur ces trois axes qui sont des axes que j'ai abordés pendant très longtemps dans mes livres, dans mes conférences. Et là, l'opportunité pour moi se présentait d'avoir une sorte de travail un peu plus concret, de terrain. Et donc j'ai tout de suite accepté, enfin tout de suite, j'ai quand même un peu réfléchi néanmoins en amont, en me disant est-ce que c'était pas un peu en porte-à-faux par rapport à mon travail d'auteur, et je me suis rendu compte que non, que finalement les deux casquettes pouvaient tout à fait se jumeler, et voilà. Pour une femme issue d'immigration, est-ce que c'est vraiment facile, est-ce que c'est difficile aussi de mener vraiment une campagne pour des élections ? Mais je crois qu'il faut le faire avec beaucoup d'engagement. Voilà. Moi, je suis pas une carriériste. Hein. Je ne décide pas de faire de la politique aujourd'hui pour devenir un jour Premier ministre. C'est pas du tout mon objectif. C'est vraiment de travailler avec le citoyen, pour le citoyen. Et quand je dis les citoyens, j'englobe évidemment toute la citoyenneté possible et imaginable, que ce soit les jeunes, les enfants, les femmes, mais aussi les hommes. Et donc, c'est vraiment un travail de terrain que j'ai envie de mener. Par exemple, je trouve qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui se trouve être... Bruxelles est quand même la capitale de l'Europe. L'Europe qui est quand même très importante dans le monde. Et pourtant, on a encore beaucoup de jeunes, on a encore beaucoup de citoyens qui n'ont pas un pied dans la modernité ou qui n'ont pas un pied dans le 21e siècle. Donc, je crois que le travail qu'on peut mener sur le terrain, c'est aussi de les amener à ce qu'ils puissent aller s'ouvrir vers la modernité. Donc ça passe aussi par une acceptation de notre culture d'origine, mais en travaillant sur la culture dominante. Donc c'est vraiment ces axes-là qui m'intéressent. Est-ce que tes origines, en fait, arabo-musulmanes, algériennes aussi, est-ce que c'est un atout pour mener vraiment des élections pareilles ? Oui, c'est un atout parce que mon identité, elle est certainement construite sur ces deux axes. Je suis à la fois profondément occidentale, profondément belge, puisque je suis née ici, que j'ai grandi ici, que ma vie s'est construite ici en Belgique, mais j'ai aussi une appartenance qui vient de l'au-delà de la Méditerranée. Et donc c'est évident que ces deux appartenances m'ont construit, ont fait ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire une femme mère de famille, voilà, intellectuelle aussi. Donc c'est évident que je prends mes origines comme un plus, non pas comme un handicap, et j'allie ça à ma condition de citoyenne belge. Est-ce que tu vises en fait ton électorat géographiquement par exemple ? Disons que j'espère parler à tous. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas bêtes, les gens sont informés. Hein. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir accès à l'information comme jamais. Donc les gens connaissent évidemment ce qui se passe chez eux, mais aussi ce qui se passe ailleurs. Et je crois en l'intelligence humaine. Je pense vraiment que les gens ont envie aujourd'hui de changement. Et ils ont envie d'un changement qui soit vrai et non pas de quelqu'un qui a une ambition purement politique. Moi, c'est vraiment de travailler avec les gens sur le terrain et de pouvoir essayer de leur amener un peu de mon parcours, que j'espère être un parcours singulier, parce que vous l'avez dit, hein, femme issue de l'immigration. Donc c'est très complexe à gérer, à mettre en exergue. Donc voilà, moi je crois en l'intelligence humaine et je pense que les gens vont aller vers ce qui leur semble être le plus adéquat pour le bien-être de leur commune en tout cas.
Alors moi, quand j'ai commencé à écrire, mon objectif n'était pas d'écrire uniquement pour construire une œuvre littéraire. Donc tout mon travail d'écriture a toujours été dans l'objectif d'une transmission. C'est pour ça, par exemple, que j'adore aller dans les écoles, que je le fais depuis 20 ans et que j'anime chaque année entre 40, 50, 60 classes. Et donc c'est parce que j'ai envie que le livre serve de base de discussion. Donc dans mes romans, dans mes essais, les thèmes que j'aborde sont des thèmes d'actualité, c'est évidemment sur la condition des femmes, sur l'immigration, le racisme, l'islamisme, etc. Et donc c'est toujours dans la perspective d'ouvrir le débat. Et je le fais dans les écoles, mais je le fais aussi beaucoup dans les bibliothèques, dans les centres culturels, dans des lieux de conférences. Donc ma démarche, elle n'est pas uniquement littéraire au sens pur du terme, c'est-à-dire linguistiquement parlant, d'être une technicienne des mots. C'est pas ça qui m'intéresse. Bien sûr, j'aime la langue française et j'aime l'écrire, la parler, j'aime la transmettre, mais c'est surtout le message qui m'intéresse. Voilà. Est-ce que le message que tu veux vraiment transmettre à travers ta production littéraire est complètement suffisant pour vraiment empêcher, par exemple, la radicalisation des jeunes? Alors, moi je crois au travail de terrain. Je crois que c'est un travail de fourmi, qu'il est inutile d'essayer d'élaborer des politiques généralistes pour se donner une bonne conscience. Je pense que le travail doit se faire au jour le jour, doit se faire pratiquement au cas par cas. Donc quand je vais dans une classe et que je rencontre 25 à 30 élèves et que je débat avec eux, que j'ouvre le débat, qu'on discute, qu'ils me posent des questions, alors je n'apporte pas évidemment, je ne réinvente pas le fil à couper le beurre, l'idée n'est pas là, c'est simplement de leur permettre de les amener à une réflexion. Donc c'est par le débat que la réflexion vient. Donc c'est en discutant et c'est en réfléchissant ensemble qu'on peut faire émaner des idées et faire émaner des discussions. Donc moi oui, je crois qu'à un moment donné, j'ai humblement peut-être amené une certaine réflexion à des jeunes qui, à un moment donné, ont voulu faire des choix, bons ou mauvais en tous les cas, mais que l'écriture, que ma venue, que ma rencontre leur a permis de mieux comprendre certaines choses. Alors je ne dis pas que ça change forcément radicalement leur vie, mais ça leur ouvre une certaine compréhension sur le monde. Et c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui de manière très pratique, en m'engageant dans les élections et en essayant évidemment de travailler avec les jeunes aussi, de manière très concrète. Il y a beaucoup de gens en fait qui ont un petit problème en fait, d'appartenance au pays, à la religion, etc. Comment vraiment tu traites ce problème avec eux? Est-ce qu'ils t'écoutent quand tu leur parles vraiment de l'appartenance au pays, là où ils vivent? Oui, parce que en fait, je crois que la société, depuis maintenant, depuis 50 ans, et même un peu plus, depuis l'arrivée des premiers migrants italiens d'abord, et puis après la catastrophe du bois du casier en 56, nous avons une nouvelle vague, essentiellement turque et marocaine, en Belgique, mais aussi algérienne et d'autres contrées. Les politiques qui ont été menées sont souvent des politiques qui implicitement demandaient aux jeunes de se situer identitairement. Voilà. Est-ce que vous êtes d'ici? Est-ce que vous êtes de là-bas? Alors c'est pas formulé comme ça. C'est pas de manière explicite, mais implicite. Donc tout a été mis en œuvre pour que on doive choisir une appartenance. Et ce n'est pas juste et ce n'est pas vrai, parce que quand on est issu de l'immigration, on a une appartenance évidemment qui est la filiation, qui vient de nos parents, qui vient de notre histoire généalogique, mais il y a aussi la vie qu'on construit dans le pays où on se trouve. Et donc tout mon travail, quand je débat avec eux, c'est de leur dire, surtout ne faites jamais de choix. Essayez au contraire de travailler sur vos deux identités. C'est un plus. Ce qu'on a n'est jamais un moins, mais toujours un plus. Et donc forcément, c'est pas du jour au lendemain en claquant des doigts qu'on va pouvoir se construire. Mais ça demande des années. Un gamin de 15-16 ans aura beaucoup de difficultés à trouver un équilibre entre les deux identités. Encore aujourd'hui, évidemment, on le sait parce qu'il y a la montée de l'islamisme, que forcément on les renvoie à leur religion et que par leur religion, évidemment, on remet en question même leur appartenance à leur pays d'origine. Donc ça, c'est une erreur fondamentale. Donc tout le travail que j'ai mené et que j'aimerais mener encore aujourd'hui, c'est de leur donner confiance et c'est d'essayer de leur dire c'est un plus et c'est ce qui va faire votre singularité. Parce que c'est finalement des singularités qui est intéressant dans la société. C'est pas d'universaliser l'être humain, mais c'est de l'amener à ce qu'il comprenne que lui, en tant qu'individu, il a une place dans la société. Donc c'est un travail de fourmi, c'est un travail de terrain et de patience. Alors,
Le problème de la langue arabe, puisque si on doit prendre cet exemple-là, c'est qu'on l'associe forcément à la religion. C'est-à-dire que si on enseigne l'arabe, ça veut dire que forcément on est dans des cours de religion, etc. Il y a eu beaucoup d'enseignements de la langue arabe qui passaient par le Coran, par la religion, etc. Mais ce sont deux choses totalement différentes. Apprendre une langue, c'est une chose, hein, la comprendre dans ses fondements, dans sa grammaire, dans sa syntaxe, c'est un apprentissage et c'est très noble et c'est très beau. Étudier la religion par le biais du Coran, c'est autre chose, c'est un autre débat. Donc je crois qu'évidemment, il faut scinder les deux. Je crois que ça se fait de plus en plus maintenant. On a bien compris que la langue arabe était une langue à part entière. Et évidemment que c'est un atout. Vous savez, quand on prend le cas de jeunes Algériens qui sont nés en France, qui ont fait des études d'ingénieur ou d'architecte, ou qui ont fait en tout cas des études ou d'économie, et qui partent aujourd'hui travailler dans les pays du Golfe, parce qu'ils savent qu'ils ont une singularité qui est liée au diplôme qu'ils ont eu en Europe, mais en maîtrisant la langue arabe, évidemment, c'est donc un plus et non pas un handicap. Donc je crois que c'est toujours un plus. Mais là où j'aimerais mettre l'accent aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus que ça soit au détriment de la langue française. Parce que nous savons aujourd'hui qu'on a toute une génération de jeunes qui maîtrisent mal la langue française, qui ne la parlent pas ou très mal, qui arrivent en réto ou même à l'université et qui n'en maîtrisent pas ne serait-ce que l'orthographe la plus élémentaire. Donc ça, c'est un vrai danger aussi pour vivre ici. Donc je crois que les deux... C'est un moyen en fait d'intégration aussi, la langue. Évidemment, évidemment, mais là aussi je pense qu'il y a eu à un moment donné probablement un nivellement vers le bas. Et ça passe donc par un rééquilibrage des connaissances. Et forcément, lorsque on a des enfants qui viennent de l'étranger, aujourd'hui on a évidemment toute une vague d'immigration suite au printemps arabe notamment, mais aussi aux guerres en Syrie, etc. On a aujourd'hui toute une génération de jeunes qui veulent apprendre, mais dont on ne peut pas leur apporter suffisamment comment dire, on ne peut pas les aider suffisamment parce que les moyens ne sont pas mis pour les aider à progresser et à travailler. Quand on veut apprendre une langue, ça se fait par petits groupes. On ne peut pas enseigner le français à un groupe de 25 ou 30 élèves, c'est pas possible. Donc ça se fait par petits groupes. Et ça demande évidemment des moyens supplémentaires et on a omis de le faire. Donc on a toute une génération aujourd'hui de jeunes qui ont 14 ou 15 ou 16 ans. Moi je les rencontre, qui parlent très mal, qui s'expriment très mal, qui écrivent très mal. Alors qu'aujourd'hui, c'est très important de pouvoir écrire un CV ou pouvoir écrire une lettre de motivation sans devoir demander. Et après, il va y avoir des jugements de valeur. Si vous allez vraiment dans une entreprise et vous ne maîtrisez pas le français, voilà. Ce que je dis aussi souvent aux jeunes, c'est que malheureusement, on vit dans une société où le délit de faciès existe. Je veux dire que quand vous vous appelez Mohamed, quand vous appelez Youssef, vous avez beaucoup moins de chance que si c'est Julien ou Paul, Pierre ou Jacques. Donc c'est évident que, étant conscient de cette difficulté-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'explique aussi aux jeunes, et je l'ai dit même à mes enfants, qui sont adultes aujourd'hui, mais soyez singuliers, ayez quelque chose, une plus-value. La plus-value passe, comme vous le disiez, une particularité aussi. Exactement, par la langue, par des stages. Il doit y avoir à un moment donné, je crois, des codes. Je vais donner un exemple. Moi, je suis allée un jour dans une classe, il n'y a pas très longtemps, où le voile est encore accepté. Et j'avais rencontré une fille qui était habillée pratiquement en voile intégral dans cette école. Et j'ai questionné l'enseignant en disant, mais comment aujourd'hui on peut accepter dans une école qu'une jeune fille se présente en voile intégral? Donc évidemment, son visage était découvert. Ce n'est pas le reflet de ce qu'elle va pouvoir trouver demain dans la société. Ça veut dire que si demain elle a une vie active, elle ne pourra pas se présenter de cette manière pour un recrutement. Donc c'est déjà à l'école que les codes vestimentaires doivent être enseignés et en tout cas respectés. Alors ce que j'ai envie de faire, c'est d'essayer de prouver que je suis d'une identité plurielle. Ça veut dire que je suis en même temps d'origine algérienne, mais je suis aussi profondément belge. Donc je suis à l'écoute à la fois des femmes et des hommes et des jeunes qui ont des préoccupations terriblement liées et des problématiques terriblement liées à leur appartenance ethnique et religieuse, mais je suis aussi profondément belge et donc je voudrais aussi être à l'écoute, je dirais, du belge qui est belge depuis 1830 et qui n'a pas de problème d'immigration, mais qu'il y en a d'autres. Qui a la vie quotidienne, qui est leur préoccupation de la ville est-elle propre, la ville aujourd'hui comment gérer les écoles, comment gérer les crèches, comment gérer tout ce que ça peut, toute leur vie quotidienne en fait. Et donc c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment de dire je suis en même temps de toutes ces identités. Et selon le lectorat, selon le public qui est devant moi, chacun doit pouvoir s'y retrouver. Chacun doit pouvoir retrouver en moi ce qu'il peut vouloir défendre.
Est-ce qu'il y a vraiment une recette pour que vraiment les enfants d'immigration qui ont dérapé surtout vers l'islamisme, le radicalisme, etc., est-ce qu'il vraiment il y a une recette pour qu'ils puissent réussir dans la vie ici en Belgique, aussi bien sur le plan social, économique, mais aussi politique? Pour moi, à mon sens, il y a plusieurs axes, mais il y en a deux qui sont très très importants. Vraiment, c'est l'école. Ça, évidemment, l'école qui doit s'adapter, qui doit être mieux, comment dire. Il y a le travail des parents aussi. Bien sûr, il y a le travail des parents, évidemment, ça on le sait. Mais des fois, les parents n'ont pas toutes les clés. Certains parents en ont. Ils peuvent accompagner leurs enfants et peuvent les aider à progresser, à les amener à une meilleure éducation. Ça, c'est très bien et c'est merveilleux. Mais on a beaucoup d'enfants qui n'ont pas cette chance, qui ont des parents illettrés, qui ont des parents qui sont démissionnaires, qui ont des parents qui malheureusement ne peuvent pas les aider à l'école ou de manière très pratique. Donc c'est à l'école et c'est à nous de devoir travailler avec eux. Moi, je crois sincèrement qu'il y a aussi une revalorisation de leur appartenance ethnique. Quand on vous dénigre sur ce que vous êtes fondamentalement, vous ne pouvez pas vous sentir bien, vous ne pouvez pas vous sentir grandir, et grandir aussi. Donc c'est aussi de leur donner l'impression que ce qu'ils sont est important et qu'ils sont une plus-value. Alors je sais, la crise économique fait que là, on a toujours tendance à dire que c'est la faute de l'immigré, que c'est la faute de celui qui vient d'arriver ou qui est là, mais qui n'est pas là depuis suffisamment longtemps pour être considéré comme un vrai Belge. Mais il y a ces deux axes-là. Il y a l'école. Est-ce qu'on peut amener à l'école pour les amener à grandir et à être de vrais citoyens? Et puis il y a surtout une revalorisation de leur appartenance ethnique, culturelle et religieuse. Est-ce que tu ne trouves pas en fait que le vrai problème de radicalisation se fait dans les textes? Il est vraiment dans les textes, il n'est pas seulement dans les prisons, dans les réseaux sociaux. Alors pour cette question-là, moi je crois qu'en fait il y a des personnes qui sont légitimes et d'autres qui ne le sont pas. Pour ce qui concerne la religion, je n'ai aucune légitimité pour dire, de mon point de vue, ce qui est vrai, pas vrai, ce qui est de l'ordre du radical ou qui ne l'est pas. Bien sûr, j'ai mes idées là-dessus, des choses que je tolère, d'autres que je ne tolère pas. Mais ce que je veux dire là où je veux répondre un peu à votre question, c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous a manqué pendant des années, ce sont des responsables religieux qui ont une vraie assise en Belgique et qui comprennent les attentes des gens issus de l'immigration et qui ont une vraie attente, disons, qui peuvent comprendre comment aujourd'hui les sociétés, les populations issues de l'immigration fonctionnent. On a pendant très longtemps eu des prêcheurs, des imams qui venaient d'ailleurs et venant avec leur perception d'une société qui n'est pas celle-ci. Donc je crois que, et on le fait de plus en plus maintenant, c'est d'essayer de former des spécialistes, ou en tout cas des religieux, qui ont toutes les donnes et qui ont toutes les références en lien. Ce sont des bilingues aussi, qui parlent aussi bien le français que l'arabe. Évidemment, ça me semble le plus élémentaire des choses, évidemment. Mais là aussi, quand moi j'ai rencontré pas mal d'imams qui ont une cinquantaine d'années, qui sont nés en Belgique, qui ont grandi en Belgique, qui ont une vraie réflexion religieuse et qui ont fait un vrai travail sur la foi, sur l'exégèse, etc. Pour moi, ils ont une légitimité parce qu'ils connaissent évidemment la population à laquelle ils s'adressent. Alors que pendant des décennies, nous avons eu des imams qui s'adressaient à une population qu'ils ne connaissent pas, selon le prisme qui est le leur. Et le leur, c'est la... Il va y avoir un dialogue de sourds, quoi. Non seulement un dialogue de sourds, mais surtout des messages qui ne sont pas bons et qui ne sont pas cohérents avec la société aujourd'hui. Parce que ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'en Belgique et dans le monde occidental, et heureusement dans le monde arabe aussi, mais on connaît un peu les politiques, mais on a le droit de croire comme on a le droit de ne pas croire. Et c'est aussi ça, vivre ensemble, c'est de respecter l'autre qui décide, lui, qu'il n'y a rien, comme de respecter celui qui décide qu'il y a quelque chose. Et les personnes, les responsables religieux doivent pouvoir l'intégrer lorsqu'ils s'adressent évidemment au public et aux ouailles qui sont les leurs. Alors vous parliez des prisons tout à l'heure, là aussi, je crois que c'est tout un travail qu'il faut mener, un travail de fond, mais là c'est un peu plus complexe parce qu'on sait que malheureusement c'est très difficile d'intégrer les prisons, qu'il y a des groupuscules, qu'il y a des mouvements, qu'il y a des confréries qui se lient, et donc c'est éminemment compliqué de pouvoir travailler en prison, mais je pense qu'avec des moyens et encore une formation adéquate, on peut tout à fait y arriver, et on doit y arriver de toute manière. Malika Madi, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, merci à vous.